Youssef Indy. Oui, bonjour. Bon, en cette chaude journée d'été, je vous accueille. Bonjour à toutes et à tous pour une énième mais ultime émission avant les grandes vacances, la dispersion, chacun allant se ressourcer là où il le peut ou là où il le veut. L'actualité est écrasante. Je ne devrais pas faire l'actualité est écrasante, on va essayer d'en parler. Nous allons développer notre propos sur deux plans. Plan plutôt intérieur à nos sociétés et parler des événements de Dallas qui peuvent aussi bien intervenir en Allemagne, en France, au Royaume-Uni et qui montrent un regain de tension, je ne vais pas dire interracial, mais en tout cas interethnique, et phénomène qui mérite une réflexion. On n'est plus dans le même contexte que dans celui des émeutes de Watts autrefois en Amérique. Et puis surtout le Ramadan, le Ramadan sanglant. C'est qu'il y a eu Bagdad, plus de 300 morts. C'est énorme. Il y a eu des attentats, ce qui n'est pas si fréquent que ça en Arabie Saoudite, en Syrie. Le grand mausolée de la petite fille du prophète Zainab a été l'objet de plusieurs attaques récentes, 70 morts. Et puis il y a eu aussi l'affaire du Bangladesh, Istanbul, la liste est longue et ce Ramadan sanglant fera peut-être date dans l'histoire actuelle, même s'il a été occulté par les péripéties de l'euro en France et partout ailleurs chez nous, Européens, puisqu'on regarde un peu les médias nous polarise notre attention sur le divertissement et nous évite de regarder à quel point le monde est en train de trembler. Alors Youssef, je suis très heureux aujourd'hui d'annoncer votre prochain livre qui sort dans les premiers jours de septembre et qui s'intitule « Les mythes fondateurs du choc des civilisations » ou comment l'islam est devenu l'ennemi de l'Occident. Alors, ce n'est pas la suite de votre livre Occident et Islam, sur les racines et les sources messianiques et kabbalistiques aussi du sionisme. C'est un livre intercalaire qui précède le deuxième tome de Islam et l'Occident, mais c'est un livre tout à fait nécessaire justement dans le contexte que nous allons évoquer. Alors, ceux qui voudront s'affichent à l'écran les indications pour ceux qui voudraient le commander. Aujourd'hui, la commande pour l'obtenir début septembre sera évidemment à prix réduit, ce qui est normal pour ceux qui souhaiteraient être les premiers servis. Youssef, par quoi commence-t-on? Peut-être Dallas, allons-y. Alors, cette affaire, j'ai vu passer des vidéos nous disant immédiatement que ça pourrait être une affaire sous faux drapeau. Alors, de toute façon, que ce soit Istanbul ou Dallas, je pense que vous n'allez pas me contredire, cher Youssef, il y a des zones d'ombre tout à fait extraordinaires, des contradictions comme dans l'affaire Mera, comme dans l'affaire de Charlie Hebdo, etc., etc. Il y a toujours des trucs qui ne font pas le tour. Oui, il y a systématiquement des hicks dans ces affaires de terrorisme. Alors pour ce qui est du cas de Dallas, ce que l'on sait, c'est en tout cas qu'un des tireurs est un vétéran de l'armée. L'un des tireurs, vous venez de dire. Donc il y en aurait plusieurs. Il y en aurait plusieurs. En tout cas, d'après ce que j'ai lu. Donc un des tireurs est un vétéran de l'armée américaine qui a été en Afghanistan. Qui a profité d'une manifestation contre les bavures policières aux États-Unis pour faire un carton en fait sur des policiers. Et cet individu a été apparemment abattu. Alors, le hic, c'est que, comme je le disais, systématiquement dans ces affaires de terrorisme, on a soit affaire
à des agents de sécurité, de sociétés étrangères. Oui, l'affaire d'Orlando, parce que je ne Voilà. l'ai pas mentionné tout à l'heure, c'était un agent de sécurité travaillant pour une société israélo-britannique. Voilà. On a les affaires de terrorisme, par exemple, en France, avec des individus comme Mohamed Merah, qui avaient des agents de liaison dans les services, ou alors qui travaillaient Ce eux-mêmes qu'on pour appelle un les- officier traitant. Voilà, ou qui étaient eux-mêmes des agents des services. Donc il y a systématiquement une implication directe ou indirecte de l'autorité étatique. Et pour ce qui est du cas de Dallas, on a affaire là typiquement une tentative de déclenchement d'une guerre civile interethnique aux États-Unis. Et on pourrait aborder enfin plutôt faire le parallèle entre cette affaire-là, donc des manifestants avec des tireurs d'élite embusqués qui tirent à la fois sur les manifestants et ou sur les policiers. On a vu ça en Ukraine, on a vu ça en Syrie, on a vu ça par exemple en Côte d'Ivoire il y a quelques années. C'est de cette manière-là qu'on déclenche les guerres civiles, et c'est d'ailleurs comme ça que ça avait commencé en Syrie. On se souvient qu'il y avait eu des manifestations pacifiques, des tireurs embusqués qui tiraient sur la foule et sur les policiers, et c'est comme ça qu'on a déguisé la guerre naissante en Syrie en guerre civile. Alors aux États-Unis, la situation est complexe parce qu'il y a une crise économique. On sait déjà depuis quelques années qu'il y a des États aux États-Unis qui veulent faire sécession. Comme le Texas. Exactement, pour des questions de Dallas, transfert, c'est le Texas. pour des questions de transfert de budget, parce que vous avez des États plus prospères que d'autres aux États-Unis et qui ne veulent pas payer pour les mauvais élèves. Mais si on parle par exemple des villes comme Détroit, donc des régions du nord-est des États-Unis, elles ont été complètement dévastées, désindustrialisées, ce qui fait qu'on a des transferts budgétaires extrêmement importants. On sait aussi, on sait qu'il y a des projets de décomposition pour recomposer. Ça, par exemple, Pierre Hillard en parle beaucoup, de la régionalisation de l'Europe et des États-Unis pour passer à une étape supérieure. Vieux projet. Voilà, très vieux projet. Et on peut s'imaginer que cette future guerre interethnique pourrait permettre, ce qu'appelait Karl Marx, faire ce saut qualitatif pour opérer un changement qualitatif. Youssef, on passerait de la dialectique de la lutte des classes, la dialectique historique proprement de la lutte des classes, en revenant à l'origine d'ailleurs de la lutte des classes, dont c'est Augustin Thierry et dont s'est inspiré Karl Marx, à la lutte des races, Oui. à la lutte interethnique. Mais on a dit que les néoconservateurs qui sont au pouvoir à Washington, qui étaient pour la plupart d'entre eux des trotskistes invétérés, si ce n'est invertébrés, dans les années 70, 80, aujourd'hui ils sont parvenus au fait de leur puissance et s'intéressent plus à la dislocation du Proche-Orient qu'à relancer justement ces affrontements entre communautés, intercommunautaires, qui remplaceraient aux États-Unis la fameuse lutte des classes. Alors, il y a une sorte de logique globale. On sait que pour le Proche-Orient, on a voulu et on a fait éclater les États en s'appuyant sur les différences, divergences ethno-confessionnelles. Au Maghreb, il n'y a pas une multitude de communautés religieuses comme au Proche-Orient, mais il y a des différences ethniques entre Imazighes et Arabes qu'on a voulu activer. Oui, Kabyle, berbère d'un côté, arabophone, on ne va pas dire arabe, on va dire arabophone de l'autre. Arabophone, berbérophone. On a en Europe la volonté de l'Union européenne, ce que j'appelle le Politburo de Bruxelles, d'activer les régionalismes pour émietter, abolir les États et pour finir de transférer la souveraineté à l'Union européenne. Parce que dès lors qu'il n'y a plus que des duchés du Luxembourg ou des Monte Carlo, il est bien clair que ces gens ne peuvent pas avoir ni puissance militaire, ni représentation diplomatique, Exactement. quelque part que ce soit, et donc tout se transfère. Et aux États-Unis, on peut s'appuyer
sur la lourde histoire opposant les Noirs et les Blancs. Et d'ailleurs, là, ça pourrait nous permettre de rebondir et de prendre le problème sous un autre angle. On a vu depuis un certain nombre d'années des productions américaines, cinématographiques, faire la promotion de cette guerre civile. Alors, il y a quelques exemples que j'ai notés. Il y a par exemple le fameux Django Unchained de Quentin Tarantino, produit par les frères Weinstein. Les frères Weinstein sont des très importants producteurs américains, enfin judéo-américains. Et je me souviens qu'à l'époque, Louis Farrakhan, qui est à la tête de la Nation of Islam, était allé voir ce film assez troublé, il était assez troublé, et il a expliqué, il a donné son interprétation, et il a dit que ce film-là, en gros, je résume, avait pour objectif de déclencher une guerre civile entre Noirs et oui, parce qu'un Noir un peu fêlé qui sort du visionnage de ce type de film a envie de tuer le premier blanc qu'il rencontre dans la rue, puisque les glands sont plus ignobles qu'ignobles, plus abjects qu'abjects. C'est assez extraordinaire. Et j'insiste, pardonne-moi, Youssef, c'est que Tarantino est adulé, exalté, qu'il a présidé le Festival de Cannes, qu'il est couvert d'Oscars, c'est extraordinaire. Donc on a quelqu'un qui fait l'apologie de la guerre interraciale, qui pousse à l'affrontement entre les communautés, et qui en même temps est adulé, mais je pense qu'il n'y a aucune contradiction de ça, par l'establishment. Il n'y a aucune contradiction, puisque au fond l'establishment veut la destruction des sociétés pour régner sur et par le chaos. Alors, moi je ne suis pas américain, pour parler des cultures, il faut s'être immergé dans la culture, mais il ne me semble pas que dans la culture noire américaine, il y ait ce dont a fait la promotion Tarantino dans son film, cette volonté de vengeance, cette soif de sang, cette volonté de vengeance inextinguible, qui a l'air de venir d'une culture qui leur est plutôt étrangère. Et c'est de ça qu'il est question, c'est d'activer la rancœur chez les communautés noires et une certaine peur chez le reste de la population blanche. D'ailleurs, ce qu'il faut dire par rapport aux bavures policières, qu'on ne peut pas nier, parce que moi-même je les ai vues de mes yeux, c'est qu'on a depuis quelques années fait le focus sur les bavures policières, donc de policiers blancs, parfois noirs, assassinant des Noirs. Voilà, Or, lorsque l'on voit les statistiques, il y a plus de blancs tués par la police que de noirs. Donc ce focus est à mon avis pas du tout innocent. On veut faire accroire que les policiers commettent des bavures exclusivement racistes. Alors qu'on l'a vu, notamment ce sont des policiers latinos qui interviennent et commettent ces bavures. En précisant que, à part quelques grandes villes, Los Angeles, New York, la police n'est pas formée, que ce sont des brutes épaisses, souvent sorties de l'armée, qui arrivent directement du champ de bataille d'Afghanistan ou d'Irak, et qui vivent aussi dans la peur, parce qu'ils ont face à eux des gangs, des gens violents, voire ultra-violents, qui n'hésitent pas à tirer, et donc les policiers tirent les premiers. La société américaine est une société structurellement violente, de par son histoire. Étymologiquement violente. C'est une nation qui est née par la violence, qui s'est construite par la violence, et qui d'ailleurs, sur le plan anthropologique, ce qui est intéressant, c'est que l'égalité entre les Blancs s'est faite au départ, l'égalité entre les anglo-saxons s'est faite sur la base d'une croyance en une inégalité entre les Blancs anglo-saxons et les autres Européens immigrés. Et par la suite, cette égalité entre tous les Blancs, c'est-à-dire italiens, anglo-saxons et autres, s'est faite sur la base d'une conception inégalitaire entre les blancs et les noirs. Donc c'est dès le départ une société qui est fondée sur l'inégalité.
Et ce que je voulais dire pour poursuivre sur le cinéma, ce qui est Oui, intéressant. parce qu'il y a aussi 12 12 Years a Slave. 12 Years a Slave sort en 2013, Django Unchained en 2012. Alors ce qui est intéressant, j'avais fait à ce moment-là quelques recherches et après j'avais lu quelques temps plus tard un article de Hicham Hamza sur la question, sur le véritable producteur de 12 Years a Slave. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on nous a présenté le Steve McQueen. Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'on nous l'a présenté au départ comme un film produit par Brad Pitt. Alors que lorsque on va juste sur Wikipédia, on voit qu'il y a un certain nombre de sociétés de production. Alors quand on clique sur les différentes sociétés de production, on tombe sur l'une d'entre elles qui est dirigée par Arnon Milchan. Alors Wikipédia nous dit que Arnon Milchan est un producteur, espion, donc ancien espion, et marchand d'armes israélo-américain, né le 6 décembre 1944 en Palestine mandataire. Il a fondé la société de production New Regency Productions. Il a produit d'ailleurs le film très étrange sur Noé, un film foncièrement kabbalistique et où on présente Noé comme un homme quasiment possédé. Il aurait été agent secret pour le compte d'Israël. Et d'ailleurs, ce que révèle Hicham Hamza dans son article, c'est que c'est un ami proche de Netanyahou. Il a d'ailleurs donné une grande réception dans sa maison de Miami où il a invité Netanyahou et un certain nombre d'acteurs américains et je crois d'autres producteurs. Et Netanyahou avait fait un discours dans cette maison où il invitait les producteurs américains à faire plus de films en faveur d'Israël. Et donc dans ce film-là, il s'agit encore de l'esclavage et il s'agit de raviver en fait cette plaie, de réouvrir cette plaie qui a, comme je l'ai dit, construit, fabriqué la nation américaine. Et pour, je pense, encore une fois, activer les conditions nécessaires d'une future guerre civile aux États-Unis. Donc vous êtes en train de nous parler de guerre de l'esprit, de guerre de l'image, de l'imaginaire, conduit par des gens qui sont des sortes d'amphibiens. Ils ont... voyez mes ailes, je suis oiseau, voyez ma queue, je suis souris. Là, je paraphrase en le dénaturant Jean de La Fontaine, des gens qui appartiennent à deux mondes et à deux univers mentaux et qui ont leur stratégie propre. On sait bien que nous parlions tout à l'heure des trotskistes dont le but était la subversion par la révolution et par la violence. Trotsky est un homme qui a théorisé la terreur. Il n'empêche que Trotsky a sa place dans toutes les bibliothèques et n'est pas désigné comme ce qu'il est ou ce qu'il devrait être comme il devrait être perçu, à savoir un monstre. Alors, pourquoi est-ce que j'ai parlé de ces producteurs-là, et notamment Arnon Milchan, qui est une synthèse à lui seul, ancien agent des services secrets israéliens et maintenant producteur. Il est emblématique. Pourquoi je parle d'eux? Ce que je veux montrer en évidence, c'est qu'il y a une logique globale. Ces gens-là ont une conception de l'histoire qui leur est commune. Le projet qu'ils sont en train d'appliquer au monde musulman et d'ailleurs aussi en Europe, ils veulent l'appliquer aussi aux États-Unis. C'est toujours la même logique. Et je renverrai... Vous nous parlez là de votre nouveau livre et du premier, le choc des cultures. Le choc des civilisations, c'est pas seulement un bloc culturel occidentaliste contre un bloc culturel soit orthodoxe, faut pas l'oublier, orthodoxe, ou islamique, mais c'est également ce choc des cultures traverse l'intérieur des nations elles-mêmes. À tous les niveaux, c'est-à-dire à l'intérieur de... Guerre extérieure, guerre intérieure. À l'intérieur des nations musulmanes, on oppose sunnites et chiites. À l'échelle géopolitique plus globale, on va opposer un monde soi-disant judéo-chrétien occidental à un monde musulman. En Europe, on oppose les immigrés et les natifs. Que l'on fait venir d'ailleurs par vagues successives et massives, on fait venir des immigrés et après on... C'est comme je l'avais souligné dans mon premier ouvrage, c'est l'application de ce verset du livre d'Obadiah. Donc le livre d'Obadiah, c'est un livre très peu connu dans les milieux non juifs, mais très étudié dans les milieux juifs. C'est un petit livre du prophète Obadiah qui fait 21 versets, où il y a écrit, à un moment donné, c'est un livre
purement, foncièrement eschatologique. Dans le livre d'Obadiah, il est écrit « Les nations seront ivres et elles seront comme si elles n'avaient jamais été ». En réalité, la stratégie du choc des civilisations, comme je l'explique je l'explique et je le démontre sur une étude qui s'étale sur plusieurs siècles, est une stratégie de dislocation, d'opposition pour faire éclater toutes les nations et toutes les religions, quelles qu'elles soient. Et n'en faire subsister qu'une seule. Et pour aboutir à ce fameux verset d'Obadiah, les nations seront ivres, elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Donc, ce qui est en question, mais sous une autre forme que dans les années 80, c'est bien la guerre ethnique, voire la guerre interraciale, exciter les communautés les unes contre les autres. On a vu qu'il y a eu de grandes manifestations de protestation, des défilés de protestation, que des centaines de personnes ont été arrêtées parce que M. Obama, qui était, vous le savez, au sommet de l'OTAN à Varsovie, a commencé par dire, en parlant de la mort des policiers blancs ou non blancs, que c'était un incident, et puis il s'est repris, il s'est rendu compte qu'il penchait du côté de la mauvaise pente. Et alors, je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, il y ait de nouveau de grandes émeutes, comme l'Amérique en a connu dans les dernières décennies. Toujours est-il que dans le contexte de crise économique, de crise financière, de crise morale, de crise spirituelle qui affecte tout l'Occident, ces événements fragilisent encore des édifices qui sont déjà branlants. Alors, on peut peut-être, Youssef, conclure sur le chapitre américain et passer aujourd'hui sur le Ramadan sanglant et essayer de comprendre ce qui se passe là-bas aussi, puisque le terrorisme, avant de terroriser les nations occidentales, commence par exterminer d'autres musulmans, et ça c'est un phénomène sur lequel on n'insiste pas souvent assez. Alors c'est vrai que si l'on veut opposer des blocs, il faut paradoxalement commencer à les ronger les fissurer de l'intérieur et les fissurer, et c'est ce qui m'avait frappé quand j'écrivais le premier ouvrage, c'est qu'il y a eu des mouvements parallèles dans le monde européen, dans le monde musulman, qui ont commencé à vider ces espaces civilisationnels de leur substance, d'abord religieuse, puis dans un second temps on s'est attaqué aux nations. Et ce qu'on a vu notamment au XVIIIe et XIXe siècle, 18e siècle avec la Révolution française, puis 19e siècle avec les grandes révolutions athéistes, puis avec la dislocation de l'Empire ottoman et la Révolution jeune turque, on voit qu'il y a un net parallèle entre ces différents mouvements. C'est des mouvements corrosifs, donc de l'intérieur. Oui, au fond, la théologie de la consommation tout azimut, aussi bien la consommation matérielle, qui est aussi bien la consommation des corps, avec l'ivrognerie sexuelle qui est préconisée, qui est donnée en exemple d'ailleurs par les plus hautes autorités de l'État, comme Madame Audrey Azoulay, qui exaltait à Cannes des films extraordinaires, extravagants, qui allaient jusqu'à dégoûter la critique d'ailleurs. Donc nous n'en parlerons pas ici, mais donc cette corrosion dont vous parlez aussi est une dissolution spirituelle, font comme l'araignée injecte son venin qui va dissoudre la proie qu'elle va dévorer, et elle ne va pas la dévorer d'ailleurs, elle va l'assimiler après l'avoir dissoute de l'intérieur. Oui, et quand on les a dissous de l'intérieur, on leur fait perdre, ces nations-là qu'on attaque, que ce soit les nations occidentales ou les nations musulmanes, on leur fait perdre toute autonomie. On parle d'un choc des cultures et des civilisations. Or, on voit bien qu'à travers je dirais pas les siècles, mais au moins dans les dernières décennies, il a été activé de l'extérieur. Et si l'on voulait, par exemple, pas réunir, mais faire la paix entre le monde occidental et le monde musulman, il suffirait qu'il y ait des États souverains qui soient capables de négocier et d'arrêter des guerres qu'elles ont déclarées elles-mêmes. C'est par exemple, je vais vous donner un exemple précis. En islam, on ne peut pas déclencher de guerre en dehors du cadre étatique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un État, un souverain,
dans un territoire donné, qui puisse déclencher la guerre et l'arrêter. Alors que le terrorisme, c'est la guerre de tous contre tous. C'est la guerre civile généralisée. On la démarre et on ne sait pas quand est-ce qu'elle se pas termine. La faculté, la capacité de dire à un moment donné, j'arrête, on négocie, etc. Bien sûr. Hier, on pouvait par exemple négocier avec Saddam Hussein. On peut plus ou moins encore négocier, mais il est toujours au pouvoir. On peut négocier avec Bachar el-Assad, mais les nations occidentales pilotées par des lobbies qu'on peut appeler atlantistes et sionistes, sont incapables de discuter avec... Surtout, je crois qu'ils ne le veulent pas. Non, ils ne le veulent pas. Ils sont incapables parce qu'ils ont perdu la capacité de... Et si vous voulez déclencher une guerre civile généralisée, comme je le disais, vous devez d'abord dissoudre les États occidentaux et les États musulmans, afin de mettre des pantins. Parce que lorsqu'on regarde la géopolitique actuelle dans le monde musulman, on a des terroristes qui sont en fait des pantins, qui sont des outils, des instruments, des mercenaires dirigés de l'extérieur et qu'on utilise en fonction des besoins. Et dans le monde occidental, vous avez aussi des pantins. Donc, comme je le disais, si nous voulons... Ce n'est pas vous qui me disiez qu'hier, l'équipe victorieuse du Portugal à l'Euro n'avait pas serré la main ni de M. Hollande ni de Non, M. c'est pas moi qui vous l'ai dit, mais c'est quelqu'un d'autre. Oui, mais même les footballeurs ont perdu toute estime pour les dirigeants. Donc on en est là. C'est assez symbolique. Donc, alors, significatif. J'aborde une question fondamentale dans le prochain ouvrage, le dernier chapitre sur la souveraineté, la religion, modernité, souveraineté divine et laïcité. Et ce que j'essaie d'y expliquer, c'est que si l'on veut rétablir une paix durable entre le monde occidental et le monde musulman, chacun de ces mondes-là doit se réapproprier sa souveraineté. Et donc se reconstruire. Monsieur Rothschild, je ne sais plus lequel, Thès Edmond, avait dit l'État-nation, voilà l'ennemi. Oui. Mais s'il n'y a plus d'État-nation, effectivement, une guerre commence, mais qui va arrêter avec des chefs de guerre, on va négocier des impôts. C'est le principe de la guerre civile. Et d'ailleurs, moi, je n'arrive pas à comprendre comment... on veut une guerre civile universelle. Bien sûr, et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que comment certains musulmans, qui sont une minorité, qui sont des sectaires, peuvent faire la promotion du terrorisme, alors que chacun sait que, par exemple, au 7e siècle, lorsque le prophète était persécuté à la Mecque pendant 13 ans, il a toujours refusé de commencer le combat à la Mecque. Il n'a commencé le combat que lorsqu'il est arrivé à Médine et qu'il était chef d'une communauté dans un territoire bien défini, parce que à ce moment-là, il pouvait faire la guerre, une guerre défensive, et il pouvait l'arrêter, il pouvait signer des accords, on pouvait négocier. Or, dans une guerre civile, il est très difficile de négocier avec son voisin qu'on vient d'égorger, par exemple. Vous voyez, la logique de la guerre civile est une logique corrosive, extrêmement dangereuse. Oui, de même que la justice se situe au-dessus de la vengeance personnelle, la logique interétatique, ce qu'on appelait chez nous le droit international, le droit de la guerre, permettait d'État à État de se situer au-dessus des passions. Et de négocier, de négocier, ce que la France a fait d'ailleurs en 1940. Il fallait à un moment donné arrêter les frais, puisque les jeunes Français n'étaient pas déportés, mais ils sont morts en très grand nombre, 100, 200 000. L'invasion allemande a été l'équivalent puisqu'on fêtait cette année le centenaire de la bataille de Verdun, a été au fond une sorte de petit Verdun en pure perte. Et donc il fallait négocier, il fallait arrêter à ce moment-là. Mais où allons-nous alors? Comment interpréter, Youssef, parce que là c'est une question qui se pose, cette vague de terreur qui a déferlé sur le monde musulman. On a signalé Istanbul, le Bangladesh. C'est mineur, mais c'est quand même significatif. Surtout l'Irak, la Syrie. Et les attentats beaucoup plus inédits en Arabie Saoudite même. Est-ce que Daesh se retournerait aujourd'hui contre son promoteur? Pour que les choses paraissent plus claires pour les auditeurs, les spectateurs, il faut revenir à une perspective de plus longue durée et géopolitique. J'avais
lors d'un colloque en juin 2015, puis lors d'une conférence que l'on a donnée en février 2016 à Nantes, émis l'hypothèse que Daesh pourrait se retourner, enfin plutôt être tourné contre l'Arabie Saoudite. Pourquoi j'avais dit ça Donc d'être retourné, c'est-à-dire réutilisé, renvoyé à l'envoyeur. Contre l'Arabie Saoudite. Pourquoi j'avais dit ça? Parce que nous savons qu'il y a depuis plusieurs décennies, notamment en 1982, un projet d'éclatement de toute la région, et y compris de l'Arabie Saoudite. Il faut comprendre que l'Arabie Saoudite est elle aussi d'une certaine manière un pion dans un échiquier plus large qui la dépasse. Elle est en train, par la destruction notamment de la Syrie, accomplir une tâche qui lui est dévolue, mais à partir du moment où elle ne sera plus utile dans ce jeu, donc elle aura rempli son rôle, donc on peut s'en débarrasser. Elle disparaîtra. Et ce que je pensais déjà à ce moment-là, c'est que Daesh pourrait être utilisé pour accélérer la décomposition de l'Arabie Saoudite. Je l'avais déclaré en juin 2015. J'avais insisté aussi là-dessus en février lors de notre conférence, en disant bien que si Daesh n'atteignait pas ses principaux objectifs, à savoir la destruction ou l'affaiblissement du Hezbollah et de l'armée syrienne, il serait tourné, donc Daesh, contre l'Arabie Saoudite. Et c'est ce qu'on a vu, c'est-à-dire on a vu que Daesh, notamment grâce à la Russie, Daesh n'a pas pu détruire l'armée syrienne. Il n'a pas pu non plus affaiblir le Hezbollah, et quelques mois plus tard, on voit Daesh se tourner contre l'Arabie Saoudite. On peut imaginer qu'il y a une réactualisation des objectifs de guerre de Daesh. Et une réactivation des différents théâtres d'opération, que ce soit en Syrie. On a vu un hélicoptère russe qui a été près de Palmyre descendu par des missiles, qui sont vraisemblablement des missiles américains vendus à l'Arabie Saoudite, au Qatar ou à la Turquie, que sais-je. On voit également réactivation du front ukrainien, et au moment même où se réunissait le sommet de Varsovie, sommet de l'OTAN, qui était un sommet, bien que M. Hollande s'en soit défendu, et beaucoup d'autres aussi avec lui, en disant non, notre attitude est purement défensive, qui en fait, aujourd'hui, installe un véritable dispositif d'encerclement de la Russie. État souverain, au sens où vous l'entendiez tout à l'heure. Alors on a 1000 hommes de l'armée américaine qui viennent d'être envoyés en Pologne. Hollande a envoyé quelques centaines de militaires français près de la frontière russe. Il y a une massification des troupes de l'OTAN à la frontière russe. Et Vladimir Poutine a... Oui, avec des blindés, différents moyens, notamment des moyens antimissiles, mais puissants. Oui, d'ailleurs, Vladimir Poutine, il y a quelques semaines, a indiqué à des journalistes occidentaux, il leur a dit qu'actuellement, il y a des missiles défensifs, entre guillemets, défensifs américains à la frontière russe qui peuvent pénétrer à 500 km. Un rayon de pénétration de 500 km. Il a dit, nous savons quelle sera la prochaine étape. Bientôt, les Américains se doteront de missiles défensifs dont le rayon de pénétration sera de 1000 km. Il dit, à partir de là, les États-Unis seront en capacité de menacer l'arsenal nucléaire russe. Les forces stratégiques russes. Et il a bien dit... Par des premières frappes. Et il a bien dit que vous ne comprenez pas, vous ne réalisez pas qu'on est arrivé à un point de non-retour. Et il dit, ce qui m'effraie, c'est que les populations occidentales n'ont pas l'air d'être conscientes du danger. Les populations occidentales entendent la voix de son Mais c'est justement ce qu'il a dit. C'est la télévision. J'ai l'impression, et c'est plus qu'une impression, que le président Poutine, qui est ce qu'il aime, et multiplie les signaux d'avertissement, et cela depuis plusieurs années. Mais ces signaux sont d'une plus grande fréquence depuis quelques mois. Alors, en jeu, la Crimée, puisqu'on parlait de l'Ukraine, je crois que les Occidentaux ou les occidentalistes veulent récupérer la maîtrise sur la mer Noire, comme ils ont la mer Baltique. On a tensé la Fédération de Russie parce que des avions militaires coupaient leurs transpondeurs et passaient à proximité des bâtiments de guerre de l'OTAN sur la Baltique. Alors, ce que je pense, ce qu'essayent de faire les États-Unis actuellement, c'est de
provoquer la Russie et la pousser à la faute. Ce qu'ils veulent, c'est que la Russie frappe la c'est pas première. nouveau, hein. Ils veulent, mais là, ça faut pas. mais là, avec cette Ça n'a pas marché en Ukraine. mais avec cette massification des troupes à la frontière russe, on est, les dirigeants occidentaux sont en train de nous mener à une guerre ouverte contre la Russie. Enfin, c'est l'impression que ça donne. Et si la Russie demain se sent que... Même si c'est pas une guerre totale... Si demain, comme Poutine l'a dit, la Russie sent que son arsenal nucléaire est menacé, ils seront contraints de frapper les premiers. Et là, on entrera dans ce cas de figure. Et là, on nous dira, les médias occidentaux nous diront que c'est la Russie qui agresse. Doit-on mettre cette situation en Europe orientale au regard de ce qui se passe en mer de Chine, en mer du Japon? Oui. Qui est aussi, la situation est inquiétante. Il y a eu hier des élections au Japon, je n'en connais pas les résultats, mais le but de la manœuvre était de reconduire l'équipe actuelle, l'équipe dirigeante, afin de parvenir à une modification de la Constitution qui permettrait le réarmement du Japon. Et un réarmement, évidemment, non plus défensif, mais offensif. Il y a un double, ce qu'on appelle un double containment, une contention de la Russie et une contention de la Chine. En plus des sanctions économiques et vis-à-vis de la Russie et de la guerre, entre guillemets, plutôt une guerre d'espionnage entre les industries chinoises et américaines depuis un certain nombre d'années, il faut ajouter à cela une véritable volonté de contenir la Chine, notamment pour la couper de sa sphère d'influence dans la mer de Chine et dans le Pacifique plus largement, sphère d'influence géopolitique. Mais là aussi, on sent que les tensions sont croissantes à l'heure actuelle. Et les Chinois commencent à réagir timidement de la même façon que les Russes. C'est-à-dire que si demain les États-Unis vont trop loin dans l'espace géographique qui entoure la Chine, c'est-à-dire sa sphère d'influence, on pourra imaginer une bataille navale sino-américaine. Des guerres limitées, mais des guerres violentes, même si elles sont limitées, qu'elles ne durent que quelques jours, 48 heures, 72 ça pourrait heures. commencer comme ça. Ça peut commencer comme ça, entre la Chine et les États-Unis. aussi bien en Europe qu'en Extrême-Orient. Et là c'est un véritable brasier. C'est-à-dire qu'on a les points chauds au Proche-Orient, voilà, l'épicentre, et on a dans la périphérie des foyers qu'on allume en Europe de l'Est, des foyers dans de la mer de tension, Chine, des zones hautement sismiques. Et un de ces foyers allumés, encore, on pourrait se dire que c'est épisodique, mais il y a dans la durée et sur un espace géographique très étendu des tensions extrêmement graves et qui semblent nous mener inéluctablement vers une troisième guerre mondiale. Inéluctablement, j'espère que non. Un dernier mot, alors Daesh est-il en plein, c'est-à-dire l'État islamique est-il en plein recul? Et pour ne pas conclure sur cette question, est-il en plein recul et les vagues d'attentats auxquelles nous avons assisté sont-elles le signe d'un animal blessé qui serait blessé à mort et qui réagit? La France et l'Europe sont-elles toujours menacées? On a 10 000 soldats qui patrouillent, qui sont mobilisés pour patrouiller. C'est la fameuse opération Sentinelle. L'un de ces soldats, d'ailleurs, s'est suicidé dans les sous-sols des Galeries Lafayette, puisqu'on soumet notre troupe là aussi à des tensions. Que signifie cette mobilisation? A-t-elle véritablement un sens? Comment lire ou comprendre les dispositifs soi-disant, je dis bien soi-disant antiterroristes, alors que nous avons insisté tout à l'heure sur le fait que beaucoup d'opérations terroristes en Occident pourraient être plus ou moins manipulées, téléguidées, avec des individus qui auraient été recrutés sur mesure, des esprits fragiles, des délinquants, la plupart du temps des délinquants, pour perpétrer ces attentats. Alors, est-ce un moyen de gouverner pour les fragiles majorités qui sont au pouvoir?
les choses chez nous aussi pourraient-elles basculer? On ne parle pas de tensions interraciales aussi violentes qu'aux États-Unis, mais nous avons des mouvements comme les Antifa, les zadistes, les que sais-je, les No Borders, toutes sortes de gens qui d'ailleurs convergent en France à l'occasion de toutes les parties de l'Europe et qui sont une force de frappe militante et dangereuse auquel le ministère de l'Intérieur ne s'attaque pas. Alors donc, en conclusion, que peut-on dire sur la situation intérieure au regard des éléments que je viens d'évoquer? Alors il y aurait beaucoup de choses à dire, il faudrait prendre les points les uns après les autres, mais ce que je pourrais répondre pour être synthétique, sous couvert d'une guerre contre le terrorisme, nous sommes en train de placer, les puissances occidentales sont en train de placer les pions comme à la veille d'une bataille. Ils sont en train de se positionner, soi-disant pour combattre le terrorisme ici et là, en vue je dirais pas d'une grande guerre, ça ne commencera pas par une grande guerre, mais par une multitude de batailles dans des zones clés. Proche-Orient, peut-être une partie de l'Afrique, mer de Chine, Europe de l'Est, et ainsi de suite. Et c'est donc il y a un plan de bataille général qui oui. est en train de se mettre en place, oui. qui sera activé, qui deviendra opérationnel ou pas, mais les acteurs sont en train de se positionner. Oui, et on pourra même remonter à la guerre d'Afghanistan, qu'on pourrait voir comme le début de cette mise en place de pions avant les grandes batailles. Youssef Indy, merci. Je rappelle que dans quelques semaines, dans très peu de temps, c'est-à-dire début septembre, votre nouvel ouvrage, Les mythes fondateurs du choc des civilisations. Alors, pour expliquer très brièvement, le premier ouvrage a mis en évidence les origines messianiques du sionisme et de la stratégie du choc des civilisations. Et cet ouvrage-là va s'attaquer aux mythes sur lesquels s'appuie cette stratégie du choc des civilisations. Et notamment à la diabolisation de l'islam, diabolisation outrancière, puisque si vous lisez le livre que j'ai publié en 2013, mais qui est toujours d'une terrible actualité, Les Égarés, on voit clairement que les terroristes, c'est un contre-islam qui est en guerre contre l'islam lui-même, puisque nous disions tout à l'heure que les premières victimes de ces terroristes sont des musulmans et nous venons de le constater tout au long du mois du Ramadan. Le sous-titre est Comment l'islam est devenu l'ennemi de l'Occident. On peut précommander ce livre aux éditions Sigest et puis lire Les Égarés qui vous éclairera encore une fois sur la réalité de l'islam et de cet instrument qui est au fond le communisme, le marxisme, léninisme qui a été inventé, forgé comme instrument pour détruire l'islam de l'intérieur et qui s'appelle le wahhabisme. Oui. Merci à vous. Merci à vous. Bon été, bonnes vacances, bon repos pour une rentrée qui s'annonce, je l'espère pas trop, qui s'annonce malgré tout un peu chaude. À très bientôt.